Pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre intérêt et de votre relation avec le Québec? Oui, je m'appelle Keiko Sanada à l'Université de Annan à Osaka. J'ai étudié à l'Université de Montréal de la fin des années 80 au début des années 90. En fait, ce qui m'a amené au Québec fut un pur concours de circonstances. À l'époque, le professeur Michitaro Tada, une sommité dans un grand nombre de domaines, travaillait au laboratoire de recherche en sciences humaines de l'Université de Kyoto. Et je l'assistais dans son travail. Et un jour, il m'a dit, tu sais, il existe une région francophone en Amérique du Nord qui s'appelle le Québec. C'est un endroit très intéressant et il m'a suggéré d'y aller. À ce sujet, je voudrais dire quelques mots sur les relations entre les professeurs renommés de la région du Kansai et le Québec. Au début des années 80, le professeur Tada fut invité au Centre d'études de l'Asie de l'Est de l'Université de Montréal, actuelle CETAS, où il enseigna la culture et la littérature japonaise pendant 6 mois environ. Ces années-là, au Japon, il y avait encore très peu de personnes qui connaissaient le Québec, mais le professeur Tada pressentait déjà que cette région du monde était d'un grand intérêt, tant culturel qu'académique. À la fin du mandat de celui-ci, le regretté M. Nagao Nishikawa, alors professeur à l'université de Ritsumeikan, prit la relève et assura les cours de littérature japonaise au centre en question. C'est ainsi que, depuis lors, on y forme des chercheurs intéressés par le Japon, ainsi que de nombreuses personnes à la pointe des études japonaises. Moi-même, j'ai découvert le Québec sous la direction de ses professeurs. À vrai dire, je ne connaissais pratiquement rien de ce pays avant d'y étudier. Je ne voyais pas bien ce que j'allais faire là-bas et je ne formais aucun espoir particulier. Mais mon espoir a été trompé dans le bon sens du terme, car j'ai pu poursuivre mes études au Canada grâce à une bourse d'études du gouvernement canadien. C'est ainsi que mon intérêt pour le Québec s'est maintenu et j'ai poursuivi mes recherches sur ce sujet jusqu'à aujourd'hui. Pourriez-vous nous brosser un tableau sur les recherches que vous avez effectuées sur le Québec jusqu'à présent? À l'Université de Montréal, je me suis inscrite au 3e cycle de la Faculté des Arts et des Sciences, spécialité Québec. Là aussi, j'ai fait des rencontres remarquables. J'ai notamment pu avoir pour professeur M. Jacques Brault, un poète québécois très populaire. Il est très aimé et respecté dans son pays car il a composé des poèmes majeurs qui constituent le fond spirituel de ses citoyens et cela depuis l'époque de la Révolution tranquille dans les années 60, qui a amené de grandes réformes dans la société québécoise. M. Brault était aussi très versé dans les œuvres poétiques de Basho et de Saigyo. C'est impressionnant de voir qu'il existe des gens qui comprennent en profondeur la littérature japonaise alors qu'ils sont si loin de notre pays. Ce que j'ai profondément ressenti en allant au Québec, c'est qu'il s'agit d'un endroit où les langues ne perdent pas de leur vitalité. Comme vous le savez bien, le Québec maintient la langue française contre vent et marée, seul au milieu des écrasantes régions anglophones de l'Amérique du Nord. En un sens, cette situation a aiguisé leur sensibilité linguistique, les langues et les littératures tissant des liens puissants avec la société, je crois. C'est ce dynamisme qui m'a vraiment surprise. D'autre part,
à l'Université de Montréal, j'ai eu la chance d'avoir pour superviseur M. Pierre Neveu, critique et poète représentatif au Québec, avec qui j'ai mené des recherches sur l'écrivaine Gabrielle Roy. Celle-ci est née au Manitoba, dans une famille de la minorité francophone, avant d'émigrer au Québec. L'œuvre de Roy dépeint, dans un style subtil et fluide, des personnages appartenant aux multiples ethnies et minorités du Canada. Elle deviendra ainsi des romancières représentatives de ce pays, indépendamment de son origine francophone. J'ai moi-même traduit en japonais une de ses œuvres majeures, c'est Enfants de ma vie. Dans ce roman très humain, l'auteur dépeint les relations cordiales entre une jeune institutrice envoyée en poste au Manitoba et des enfants de diverses ethnies avec peu d'écart les grandes plaines de cette région. Je pense que cette écrivaine, qui a des lecteurs fidèles dans le monde entier, devrait être présentée davantage, y compris au Japon. En outre, je me suis penchée d'une part sur le transculturalisme, un mouvement reflétant avec acuité l'évolution pluraliste de la société québécoise des années 80, et qui ont pu, pour ainsi dire, la locomotive, et j'ai travaillé d'autre part sur l'écriture migrante, à savoir les œuvres littéraires d'écrivains immigrants d'expression française, qui a joué un rôle essentiel dans ce transculturalisme. J'ai d'ailleurs publié le résultat de mes recherches dans transculturalisme et écriture migrante, comme ça. Pour des relations politiques, le Québec s'est opposé au multiculturalisme apparu au Canada et s'était mis en quête d'une forme originale de coexistence multiculturelle pour aboutir au transculturalisme, un mouvement sur la cohabitation et les changements pluriculturels proposés par des intellectuels et des figures culturelles au Québec, surtout originaires de communautés minoritaires. Soutenu par le gouvernement québécois, ce mouvement s'est ensuite couplé en profondeur avec l'interculturalisme, qui a engagé en force et s'est développé depuis le début du XXIe siècle. On peut donc dire que le transculturalisme a créé un nouveau type de pluralisme social. Des années 80 ou des années 90, j'ai donc été le témoin direct du tournant historique entre l'époque où le Québec nationaliste et souverainiste était tourné vers l'extérieur et celle où le pays s'est tourné vers lui-même et a pris conscience de sa propre pluralité. Ce qui était vraiment passionnant, c'est le dynamisme de ce mouvement où la littérature a noué des liens profonds avec la politique et la société qui se sont alors influencés mutuellement. Comparé à la littérature japonaise, c'est très différent, mais c'est ce qui rend les lettres québécoises si passionnantes. En terminant, pourriez-vous décrire vos prochains projets de recherche et partager avec nous, à la lumière de votre expérience, votre vision des relations entre le Québec et le Japon? Je l'ai déjà souligné, mais le Québec est une région qui a surmonté dans son histoire de nombreux obstacles de nature diverse et a poursuivi la quête d'une nouvelle forme de coexistence entre les diverses communautés. Ces épreuves historiques ont aiguisé la sensibilité des Québécois face aux questions linguistiques et développé chez eux une ouverture d'esprit et une grande compréhension face à la diversité, je crois. Aussi, le Québec possède-t-il en son sein
le potentiel de devenir un leader dans le processus de la mondialisation. Comme cet état d'esprit se reflète parfaitement dans les heures et lettres, je voudrais poursuivre mes travaux sur la littérature québécoise dans une perspective mondiale, notamment en dégageant l'universalité de l'œuvre de Gabriel Roy qui dépeignait la cohabitation multiethnique dès les années 50 déjà, et en examinant la dynamique de l'écriture migrante qui est remarquée non seulement au Canada, mais aussi récemment en Europe. Je pense en particulier qu'il serait le plus grand intérêt de comparer cette écriture avec les situations littéraires de langue française et d'autres pays francophones, par exemple Belgique, en Afrique du Nord ou en pays Caraïbes. Mis à part mes recherches, le Québec m'a apporté des expériences inestimables depuis que j'ai commencé mes études là-bas. Bien qu'il s'agisse d'une grande ville, il suffit de s'éloigner un peu du centre pour se retrouver dans de larges espaces humains naturels, offrant un style de vie confortable. J'ai l'impression que le Japon, qui souffre de son vieillissement et de sa dénatalité galopante et qui veut promouvoir la femme dans sa société, pourrait s'inspirer de nombreux indices dans le monde de vie québécois où notamment la femme est très active à tous les échelons de la société et où il existe une grande diversité de modèles familiaux depuis les mariages intra-ethniques jusqu'aux adoptions. Évidemment, tout n'est pas rose au Québec et en vivant là-bas, je me suis rendu compte pour la première fois des qualités du Japon, et notamment les attentions délicates apportées dans les relations humaines. Ainsi, les expériences que j'ai vécues au Québec ont mûri en mon fort intérieur après une longue gestation et j'aimerais aujourd'hui profiter du maximum d'occasions outre mes recherches pour faire connaître leurs attraits. Les Québécois sont personnes souvent franches et chaleureuses. Par exemple, lorsque je retrouve mes amis à Montréal après plusieurs années d'absence, nos conversations restent aussi animées que si nous nous étions séparés la veille. Cette chance d'avoir rencontré ces personnes proches avec qui je partage une amitié profonde et, à mes yeux, le plus cher des trésors. Je pense que le Québec, à travers ses relations entre gens simples et cohabitation avec la nature, regorge de suggestions pour le Japon confronté à la fois à son passé qu'il a perdu et à l'avenir dans lequel il s'engage.